Hakuna Mufasa. Mais quel nom magnifique! Mufasa, le roi lion, est un film animé, live action, parce qu'on parle de live action, mais c'est quand même un film qui est animé par ordinateur, mise en scène par le réalisateur oscarisé Barry Jenkins. C'est une suite au Roi Lion de 2019 qui raconte la jeunesse de Mufasa. Donc en fait c'est un préquel grâce à 90% de flashbacks à travers la narration de Rafiki. Si vous n'avez pas aimé le live action animé de 2019, je vois pas énormément de raisons qui vont vous faire aimer celui-ci, si ce n'est peut-être que du coup c'est une histoire originale. Alors originale dans le sens où elle n'est basée sur rien. Est-ce qu'après vous allez la trouver originale? Personnellement, comme souvent, j'ai vu ce film sans connaître ni le pitch, ni la bande-annonce, et du coup je savais pas que le film allait être narré de cette manière. J'ai donc pu savourer le film dans les meilleures conditions, car en rentrant chez moi, comme je le fais d'habitude, je rattrape les bandes-annonces. Et je suis content de ne pas les avoir vues, parce que du coup j'ai eu des effets de surprise à plusieurs reprises dans le film, que je n'aurais pas du tout eu, notamment sur les guests de personnages, si j'avais vu les bandes annonces. Je connaissais uniquement quelques affiches et je savais que c'était un préquel. En même temps, le film s'appelle Mufasa, donc il fallait pas être un génie pour le deviner. J'avais aussi aperçu qu'il y avait une affiche avec Timon et Pumba, et je me demandais ce que ça foutait là, et j'avais un peu peur qu'ils nous pondent une excuse à 2 balles, comme quoi Mufasa avait déjà rencontré Timon et Pumba, enfin j'aurais trouvé ça assez nul. Et en fait pas du tout, l'histoire est racontée par Rafiki à la fille de Simba et Nala, et il se trouve que puisque ça se passe après le Roi Lion de 2019, Timon et Pumba sont là dans le décor, et ils viennent servir de comic relief. On sent qu'ils sont clairement là pour appâter le jeune public. Nous, adultes, on a conscience de la manipulation, mais ça passe bien, ça va, ça a une raison d'être, puisque voilà, la narration se passe après le Roi Lion, donc que Timon et Pumba soient là, c'est pas dérangeant, et il y a un petit plaisir coupable quand même de les retrouver, même si on sent qu'ils sont là pour, voilà, appâter les gosses. Par contre, Simba et Nala, ils se sont rendus compte que, bon, Simba et Nala adultes, ça intéressait pas forcément les gosses, donc on les voit à peine. Timon et Pumba font d'ailleurs quelques petites vannes un petit peu méta, qui sont assez faciles et en même temps assez bienvenues. Elles sont ni utiles, mais pas désagréables non plus, ça passe bien. Et j'avais vu l'affiche avec Taka et sa cicatrice. Donc évidemment, à moins d'avoir un cerveau de flamant rose, on avait tous deviné que Taka, c'était Scar. Et c'est d'ailleurs logique que Scar possédait un autre nom avant de s'appeler Scar, quoi. Ça aurait été quand même un coup de bol que les parents décident de l'appeler Scar, donc cicatrice, et que le personnage ait une cicatrice plus tard. Il était assez inenvisageable de penser que Scar était né avec une cicatrice ou avait été blessé dès sa naissance. Donc j'ai trouvé intéressant qu'on nous révèle la première identité de Scar, donc Taka. Et d'ailleurs, dans ce préquel sur Mufasa, ce qui me hypait le plus, et je ne sais pas vous, mais c'est le préquel de Scar, complètement. Le film est assez malin sur un point, parce qu'on devine que Taka, c'est Scar, il y a peut-être que les enfants qui vont se laisser prendre au piège. Le film essaie un peu de nous laisser le suspense sur qui est Taka, alors que c'est évident. Et on a Timon et Pumba à un moment qui vont faire une vanne par rapport au fait qu'ils ont complètement deviné qui est Taka. Donc ça c'est bien, c'est cool, parce que du coup je pense que les gamins vont peut-être pas y penser, mais les adultes oui, et du coup on a cette vanne qui montre aux adultes qu'on les prend pas pour des cons. En tout cas ils ont au moins la politesse de nous faire croire qu'ils nous prennent pas pour des cons. Bon en fait Timon lui il a compris, c'est Pumba lui il est encore à côté de la plaque, mais du coup le gag est plutôt amusant. Globalement c'est un beau film, c'est propre, c'est travaillé. J'ai vu des gens qui ont commencé à faire leur vignette en marquant c'est moche, c'est nul, c'est dégueulasse. C'est pas vrai. Il y a un vrai travail. Alors vous aimez ou vous n'aimez pas ce type d'animation, ça c'est les goûts et les couleurs, mais par rapport à ce que peut offrir cette technologie, c'est très propre, c'est très travaillé, on ne s'est pas foutu de la gueule du spectateur, mais ça manque quand même un petit peu d'âme, cela dit. Mais c'est plus au niveau du scénario et de l'intensité des situations et de la profondeur des personnages. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Mais en gros, Mufasa, il est un peu lisse. C'est déjà un sage, alors qu'il est très jeune. Et c'est un personnage qui ne commet pas d'erreur. Ça lui donne un côté noble, certes, mais ça le rend aussi un petit peu creux. Je vois Mufasa un peu comme une sorte de Clark Kent. Le brave garçon, le gendre idéal.
et en même temps, du coup, un petit peu chiant. Et en face de lui, on a Taka, donc futur Scar, pour moi le personnage le plus intéressant sur le papier, le Lex Luthor de Mufasa. Mais là, pareil, je trouve qu'on survole les frustrations du personnage avant qu'elles éclatent comme ça tout d'un coup, sans crier gare. Il y a beaucoup de choses qui sont expédiées ou ellipsées, et c'est dommage parce que c'était peut-être les choses les plus intéressantes dans le scénario. En tout cas pour un public adulte. Et c'est super dommage parce que quand on voit tout le potentiel shakespearien que recèle le Roi Lion, et à contrario, on va passer beaucoup de temps sur ce voyage vers Milele. Donc Milele, c'est un peu le Eldorado des personnages, hein, c'est l'endroit qu'ils recherchent, une légende, une utopie, qui est en fait du coup ce lieu que l'on connaît hein, dans le Roi Lion, hein, là où vivent toutes les tribus de lions, tous les animaux. Alors le film, il est jamais désagréable, on se laisse porter, mais ça manque un peu d'impact et de noirceur. Alors je sais que c'est fait pour les enfants, mais ça n'atteint même pas la noirceur que pouvait avoir le film d'animation, ni l'impact émotionnel. Côté chanson, elle passe. Alors moi je suis plutôt bon public pour les comédies musicales, donc ça va. Je sais que la plupart des gens, ça les gonfle, donc je pense que ça va en gonfler pas mal. Les chansons sont pas hyper mémorables. Il n'y a pas un air quand vous sortez de la salle que vous avez instantanément dans la tête. Le Roi Lion, le film d'animation, on sortait de la première séance du film, on avait les chansons dans la tête. Ça y est, elles étaient imprimées. Ça ne sera pas le cas ici. Et pareil, on a l'impression qu'au niveau des chansons, quand c'est les méchants qui chantent, ils ont fait quelque chose qui va pas trop tournebouler les mômes. On a le grand méchant, donc ce lion albinos là, qui se met à chanter, et ouais, sa chanson n'a pas autant d'impact que celle qu'avait Scar quand il chantait notamment Soyez prête. Il y avait toute une connotation nazie hein, par rapport à certains plans dans le film d'animation, avec les troupes de hyènes, avec Scar comme ça qui les surplombait. Là, on a un méchant un peu light, et il a une chanson où il répète à plusieurs reprises « bye bye ». Et c'est un détail, hein, c'est pas très important, mais ça le discrédite pas, mais ça l'aide pas non plus à avoir cette aura de grand méchant impressionnant. Le discours, il est très bienveillant, on est sur ce discours habituel de l'union fait la force et blablabla. Alors le discours, oui, il est censé, mais il est aussi un peu utopique, et faire une morale utopique, pourquoi pas, mais il faut rendre ça crédible, et ici, les choses vont pas dans le sens, vont pas dans l'approfondissement du sentiment pour qu'on puisse vraiment ressentir que c'est possible. Je trouve que c'est très dur d'y croire sincèrement. Autant un film, par exemple, comme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, était très utopique, il y avait plein de jolies choses, genre les choses peuvent s'imbriquer pour que la vie soit belle, ce qui n'est pas forcément quelque chose que moi je ressens dans le monde réel, mais le temps du film, on arrive à y croire, on a envie d'y croire. Là, ce côté l'union fait la force, ça fait juste le discours un peu prémâché habituel, et il n'y a rien qui arrive à nous convaincre vraiment que là c'est possible. Je trouve que même ce discours met une petite distance entre le spectateur et l'action, mais j'y reviendrai dans les spoilers. Il y avait vraiment un potentiel épique à exploiter entre Mufasa et Taka. Il y avait vraiment une relation à la Obi-Wan et Anakin / Dark Vador, avec Mufasa, Taka / Scar. J'ai aussi eu une autre comparaison en tête quand j'ai vu le personnage de Scar, je sais pas pourquoi. J'ai pensé à Vegeta. Parce que Taka, il a un père qui est roi, qui est intransigeant. Cela dit, sous-exploité à mort, parce qu'il y a 2-3 petits moments où on se rend compte que c'est un roi qui pourrait être assez con dans sa manière de gouverner. Il y avait tellement plus de choses à exploiter avec ce personnage pour bâtir la construction de Taka qui pourrait aller dans ce sens à l'avenir et nous montrer toutes les dérives que pourrait avoir Taka à cause de son père. Et je trouve qu'on passe vraiment à côté. On comprend, mais c'est pas assez approfondi. Taka est donc le prince, comme Vegeta, et il y avait vraiment quelque chose à exploiter dans l'ego de Taka, l'ego blessé face à un Mufasa qui est naturellement fort et destiné à être un roi, ce qui moi me fait écho à Goku. Non, aucun lion ne devient Super Saiyan avec une crinière blonde d'1 mètre de haut. J'ai aussi été frustré qu'on n'exploite pas le côté efflanqué de Scar. Vous savez, Scar c'est un lion, mais qui est assez maigre, qui est assez
qui est assez faible, en fait, physiquement en tout cas. C'est plus un lion qui doit jouer sur son intelligence, sur son côté machiavélique que sur sa force physique. Donc dans le Roi Lion, on voit il est plus rachitique. Moi ici, face à Mufasa, au stade de leur vie où ils en sont, je sais pas quel âge ils sont censés avoir, mais on va dire qu'en âge humain, tu as l'impression qu'ils ont 18-20 ans, et tu les vois à cet âge-là ensemble, et il n'y a aucune différence en termes de gabarit. Et on n'évoque jamais le fait que Scar pourrait être plus faible. Et c'est dommage, je m'attendais même à ce qu'on montre qu'il a une faiblesse de naissance, voilà, peut-être par rapport à des soucis de santé de la mère au moment de l'accouchement, ce genre de choses. Ça aurait pu nous montrer comme ça un complexe permanent dans la tête de Scar. Ça aurait pu nous montrer aussi du coup cette lutte perpétuelle pour pouvoir s'imposer aux autres, hein, pour pouvoir montrer aux autres qu'il était un homme, un dominant, un lion, un prince, un roi. Ça aurait pu faire écho à tellement de choses par rapport aux minorités dans la société. Je veux dire, on est dans une période woke, et bon, les woke nous cassent un peu les couilles, mais là, ça s'y prêtait. Et c'est con de ne pas l'exploiter du coup, parce que c'est quelque chose qui a été quand même surexploité de toute façon dans l'histoire du cinéma depuis des décennies, donc ça n'aurait pas été nouveau. On n'aurait pas eu un sentiment de gavage wokiste, donc là, c'était vraiment à faire, quoi. Ils avaient ça entre les mains, mais ils l'ont pas utilisé. Au lieu de ça, on a un Taka qui est un lionceau, en fait épanoui. Et je m'attendais du coup à ce qu'on voit germer comme ça petit à petit la graine de la violence, la graine de la rancœur en lui. Et en fait, non, ça va nous tomber dessus comme ça. Alors qu'il y a déjà des petits éléments à exploiter. Mais non, il faut que ça nous tombe dessus comme ça d'un seul coup. Et donc ça, j'y reviens aussi dans la partie spoiler. La rivalité naissante entre Mufasa et Scar, on la creuse pas vraiment, quoi. Ça va nous tomber dessus au bout d'un moment dans le film, mais c'est assez mal exploité. C'est exploité de manière assez superficielle. Alors là, par contre, la relation frère, ça, elle est bien exploitée, c'est assez intéressant. Mais il manque ces petites choses, voilà, semées tout au long du film pour nous faire sentir qu'on arrive à ce que va être Scar. Déjà, un petit défaut que j'avais à reprocher dans Star Wars, je trouvais que par exemple dans La Menace Fantôme, on voyait pas germer dans le premier film un ou deux petits moments où on aurait pu comprendre que ce gamin allait devenir Anakin, enfin allait devenir Dark Vador, et je trouvais que dans l'Attaque des clones, ça tombait comme ça un petit peu tout cru, comme ça nous tombait dans le bec. J'ai aussi vu la critique d'un mec qui disait que le film était mal foutu parce que la savane était un peu tristounette, on n'avait pas ce truc comme dans Le Roi Lion. Moi je trouve que c'est pas un défaut, au contraire, puisqu'ils s'en vont vers un Eldorado, vers une utopie. Donc le fait que eux soient dans un coin de la savane un petit peu comme ça, un petit peu monotone, ça passe bien jusqu'au moment où justement ils vont arriver à Milele, donc cet Eldorado, et là où les choses sont beaucoup plus flamboyantes, beaucoup plus lumineuses. Dans la salle qui était plutôt bien remplie, il y avait surtout des familles et des enfants. Ils ont tous été plutôt attentifs, j'ai pas entendu de plaintes, d'ennuis, de pleurs. J'ai l'impression que tout le monde a plutôt savouré vraiment l'instant, le spectacle et la beauté globale de la chose. Par contre, je me suis surpris à un moment à me dire que je n'avais pas entendu de rire dans la salle. Il n'y a pas eu de... Alors c'est pas le film qui se prête à 1 million de gags, mais c'est quand même du Disney, il y a quand même des petits gags qui sont là, ici et là. J'ai pas entendu les mômes se marrer. Même Timon et Pumba, c'est amusant, ça prête à sourire, mais on s'esclave pas. Une petite chose aussi, avant la séance, il y avait des publicités, et il y avait une pub, alors je sais plus c'est pourquoi, parce que moi les pubs je m'en fous, même quand une pub est bien faite, que le truc est bien shooté, etc., je retiens jamais le produit, parce que souvent la chute de la pub, c'est un produit qui a rien à voir avec ce qu'on a vu, avec la mise en scène sophistiquée, et puis moi je suis pas du tout sensible aux publicités, d'ailleurs je comprends même pas encore pourquoi la publicité marche autant, pourquoi on en fait autant, parce que moi j'ai pas l'impression que les gens ils voient une pub et ils vont aller acheter un truc. Bon bref, et dans cette pub, il y a un gros plan, un moment au premier plan, t'as deux femmes qui s'embrassent, et à ce moment-là dans la salle, il y a eu un blanc, il y a eu un énorme silence, on sentait la gêne des parents. J'ai adoré. Voilà, ça me fait triper, moi j'aime bien quand les gens un peu coincés du cul dans leur carcan sont obligés d'expliquer des choses à leurs gosses. Cela dit, j'ai pas entendu de réflexion des gosses. J'ai l'impression que ça c'est passé crème en fait. C'est juste les parents qui se sont sentis hyper mal au moment de la publicité. Un autre truc aussi qui m'a amusé, juste avant le début du film, ils ont mis un panneau avec une IA, avec une salle de cinéma mais remplie de dégueulasseries, super sale,
presque post-apocalyptique le truc, et du coup c'était marqué, voilà, ne rendez la salle dans un bon état, et je me souviens que tous les gosses, quand ils ont vu les sièges dégueulasses, avec des seaux de popcorn, avec du beurre dessus, tout ça, ils ont fait, ah, ils ont plus réagi pendant ce petit panneau publicitaire que pendant le film. Bref, maintenant nous allons rentrer dans une partie avec plus de détails, donc une partie spoiler. Quelque chose que j'ai adoré dans les premières secondes du film, c'est que même quand vous allez voir le film en VF, vous avez un écran noir et vous avez, je crois, 2 phrases qui sont en VO sous-titrées. Vous êtes obligé de vous les taper en VO et c'est génial parce que vous reconnaissez la voix de James Earl Jones, donc Mufasa en VO, et qui est aussi donc la voix de Dark Vador, entre autres. Et le film lui est dédicacé dès le début avec des belles lettres d'or. Ça, j'ai trouvé que c'était un très bel hommage. Parce que bon, quand on voit des fois des dédicaces à des acteurs qui sont décédés à la fin d'un film, au moment du générique, parfois même à la fin du générique, alors que tout le monde s'est déjà barré. Voilà, là j'ai aimé que l'hommage soit fait comme ça dès le début. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose de très respectueux envers James Earl Jones. Ça fait plaisir. Donc rien que pour ça, bravo. Au début du film, donc on voit vite fait Simba et Nala, qui est sur le point d'accoucher. Donc c'est Kiara, je crois, le nom de leur lionçonne, qui va donc avoir un petit frère. On ne sait pas encore que c'est un garçon, mais elle va avoir un petit frère. D'ailleurs, je m'attendais à la fin, quand on le voit, que peut-être ils disent qu'ils vont l'appeler Mufasa, mais en fait non, c'est juste Kiara qui se met devant lui en lui disant « Je vais te raconter une histoire », et en fait elle va lui raconter l'histoire de Mufasa qu'on vient tout juste de nous raconter. Donc Rafiki explique l'histoire donc à Kiara de son grand-père, qu'elle n'a pas connu, et à Timon et Pumba, qui sont là dans les spectateurs de l'histoire de Rafiki, qui se tapent l'incruste. On verra aussi dans le film Zazu et Sarabi. C'est pour ça que je suis super content de ne pas avoir vu la bande-annonce, parce que du coup, moi je ne savais pas que j'allais revoir Rafiki et tous les autres. Il faut plus regarder de bande-annonce. Les bandes-annonces vous pourrissent un film. Donc le petit Mufasa, dès le début du film, va être séparé de sa famille, de ses parents, à cause d'une catastrophe naturelle. Il va donc dériver très loin jusqu'à apercevoir sur la berge Taka, qui va lui faire comprendre, en lui disant qu'il a un secret, et Mufasa lui demande « C'est quoi ton secret ?»« Tu vas mourir !» Et en fait, c'est parce qu'il y a un crocodile qui approche. Donc c'est déjà assez amusant de voir que Taka a ce petit jeu, mais alors c'est un jeu très innocent, mais il a ce petit jeu de parler de secret, et ça rappelle ce que Scar disait à Simba dans le film d'animation, notre petit secret. Je me rends compte que c'est extrêmement bizarre qu'un adulte dise ça à un enfant. Je vais plus regarder cette scène du même œil maintenant. Et du coup, Mufasa se met à nager vers la berge, et en fait, pour l'aider à sortir de l'eau, au moment où Mufasa essaie de s'accrocher à la berge, Scar sort ses griffes et lui plante dans les pattes. Donc on est complètement sur cette scène culte du roi lion. C'est assez intéressant ce parallèle, se dire que là, Taka se sert de ses griffes qu'il plante dans les pattes de Mufasa pour essayer de l'aider, le hisser en dehors de l'eau et lui sauver la vie, alors qu'il se servira du même élément plus tard pour le tuer. Par contre, Taka va souvent lui rappeler qu'il lui a sauvé la vie. C'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai que son intention, c'est de lui sauver la vie, il lui plante les griffes dans les pattes pour le hisser, sauf qu'il n'y arrive pas, il n'a pas la force nécessaire, et c'est la mère de Taka qui apparaît à ce moment-là et qui chope les lionceaux. Voilà, ce qui évite qu'il se fasse bouffer par le crocodile. Donc c'est pas tout à fait Taka qui sauve la vie de Mufasa, mais bon bref, ça reste, et puis Mufasa trouve qu'il doit la vie à Taka. Bon, là-dessus, moi je trouve que c'est bancal. Mais admettons, au final c'est des lionceaux, c'est des gosses, et voilà, ils voient pas les choses de la même manière. On va essayer de trouver des excuses pour savourer le film. Très vite, Scar va révéler à Mufasa qu'il a toujours rêvé d'avoir un frère, et du coup cette appellation mon frère fait vraiment écho dans le film d'animation. Vous savez, à ce moment où Scar appelle avec un ton très désabusé Mufasa son frère. Alors peut-être aussi dans le film de 2019, je l'ai vu qu'une fois, donc je me rappelle plus de tout. Je suppose que ça a été repris. Mais voilà, moi je me souviens surtout du film d'animation, je l'ai vraiment en tête. Et c'est vrai que du coup c'est impactant de les voir comme ça s'appeler des frères avec beaucoup d'amour, alors que dans Le Roi Lion, quand Scar l'appelle comme ça, il y a un côté ironique, on sent qu'ils sont plus frères. Mais c'est super intéressant du coup d'avoir montré cette relation frère qu'ils avaient au départ. Ça, elle est bien dépeinte. On ressent leur amitié, on ressent, voilà, ces deux mômes
solitaires qui se trouvent et qui deviennent les meilleurs amis du monde. Mufasa va être adopté par la famille de Taka, avec beaucoup d'amour de la part de la mère et avec beaucoup de dédain de la part du père qui ne veut clairement pas de lui. Ça fait écho aussi au Tarzan de Disney. Vous savez où Tarzan est adopté comme ça par la mère gorille et le père gorille qui lui ne veut pas du tout entendre parler de Tarzan. Il y a une belle complicité donc entre Mufasa et Taka. On sent pas de noirceur en Taka. Du coup c'est un peu difficile de voir comment il pourrait devenir ce fameux Scar qu'on connaît. Plus tard, ils vont se faire attaquer par des lions qui sont très grands, très forts, blancs, et on a l'impression qu'ils ont de la cendre sur eux. Voilà, tout à l'heure je disais albinos, mais voilà, on a l'impression plutôt que c'est de la cendre. Et leur manière d'agir, de se comporter, de tourner autour de leur proie, ça donne l'impression que c'est les hyènes du roi lion. On a l'impression vraiment qu'ils essaient d'exploiter des liens comme ça pour que le cerveau des gens fasse une affiliation et se retrouve plongé dans la même aura qu'avait le roi lion. Et d'ailleurs c'est mentionné, ça c'est bien d'avoir mentionné ça, à un moment ils sont comparés à des hyènes. Donc il y a un côté, on essaie de brosser le public dans le sens du poil, mais à la fois on te dit clairement les choses. La famille de Taka va être tuée par ces lions, sauf que pareil là c'est vachement ellipsé au niveau de l'action, et ça va être aussi très survolé au niveau des sentiments que ressent Taka. Alors on se doute qu'ils sont morts, mais on ne ressent pas tellement en fait. Il n'y a pas d'impact par rapport à ces morts-là. Souvenez-vous de la mort de Mufasa, ça avait fait chialer les gosses. Il y avait des parents qui s'étaient plaints, voilà, parce que c'est vrai que plein de gosses ont chialé devant la mort de Mufasa. C'est vrai que c'était très triste. On ne demandait pas forcément que ça aille aussi loin, mais un petit peu plus de générosité, un petit peu plus de caractère adulte dans la manière de mettre ça en scène. Et juste avant ça, il y a eu une attaque uniquement contre la mère de Taka. Alors c'est le hasard, hein, il tombe sur la mère de Taka, donc elle se fait attaquer. Et Mufasa, lui, va intervenir courageusement, en tuant même l'un des lions. Scar, lui, par contre, est complètement chamboulé par la scène qui se passe devant lui, et par ces lions impressionnants, et recule et s'enfuit. Donc sur ce coup-là, c'est vrai que Scar est lâche, et en même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir, quoi. C'est un petit peu comme si vous aviez Tom Holland face à Arnold Schwarzenegger. Donc du coup, Mufasa défend sa mère adoptive. Ça va redorer son blason auprès de son père adoptif, donc le père de Scar, enfin le père de Taka. Et c'est le moment où on se dit que le père va avoir de l'admiration pour ce fils illégitime, et peut-être renier un petit peu son fils biologique qui a été lâche. Mais en fait, non. Le père a tendance à soutenir son fils. Alors c'est pas inintéressant comme relation, mais là on est en train de parler de Scar. Du coup, il est quand même soutenu malgré tout. On lui fait comprendre, et c'est pas illogique, mais on lui fait comprendre que ça peut arriver, que c'est pas grave, machin, mais que voilà, il est toujours un prince et qu'il faut qu'il le prouve à l'avenir. Mais du coup, tu vois pas encore germer en Taka quelque chose de frustré, de noir, et même Taka lui-même. Alors Taka s'en veut un peu, mais comme bon, il voit qu'on lui pardonne la chose, il s'en veut modérément. Et je crois que modérément, c'est un peu le mot qui convient à ce film en termes d'émotion. C'est une émotion modérée. Il y avait tellement à exploiter par rapport à la jalousie de Taka, par rapport à Mufasa, à cette force physique innée qu'il peut avoir, à ce don aussi, puisque Mufasa a ce don de sentir les choses, a le don d'être en osmose un peu avec la nature, et puis clairement en gros défaut, hein, la non-mention de la fragilité physique de Scar. Ça, j'ai pas compris pourquoi c'était absent du film. Et ce qui va vraiment déclencher la première rivalité entre les deux frères, je vous le donne en mille, c'est Sarabi. Une gonzesse, évidemment. Scar flash sur Sarabi. Alors voilà, du coup ça nous tombe comme ça dessus. Cela dit, pourquoi pas, hein, c'est pas non plus incohérent. Mais sans trop de raisons apparentes non plus, parce que je trouve pas qu'il y a un vrai lien qui va naître entre les deux. Bon, ok, elle est princesse, donc lui il est prince, donc bon, voilà, ils pensent qu'ils sont faits un peu l'un pour l'autre. Pourquoi pas. Et Mufasa, qui est déjà un roi dans l'âme, va laisser, il le dit plusieurs fois dans le film, il laisse le trône, il laisse la place de prince, de roi à Taka,
Et il lui laisse aussi Sarabi au tout départ quand il discute d'elle, il lui donne des conseils, il fait tout pour l'aider. À un moment, il va même sauver la vie de Sarabi, sauf que elle est inconsciente, et donc quand elle sait qu'elle a été sauvée, il dit que c'est Taka. Donc vraiment, bonté d'âme, quoi. Limite, trop beau, trop con, quoi, le lion. Donc vraiment, Mufasa, lui, il a rien à se reprocher. Il est lisse. Mais Sarabi, voilà, même si elle est reconnaissante envers Taka, elle va comprendre que c'est Mufasa qui a pris soin d'elle, qui l'a sauvée pendant qu'elle était inconsciente. Et naturellement, elle est attirée par Mufasa. Donc même lui, Mufasa, il n'y peut rien, il n'a rien essayé de générer, et une idylle va naître entre les deux. Alors l'idylle, j'ai entendu des gens dire, on sent pas l'alchimie. Je suis assez d'accord que ça manque d'intensité. Après, ce sont des animaux. Donc ça m'a pas trop dérangé non plus, tu vois, le fait qu'il y ait une distance comme ça par rapport aux émotions, que bon voilà, c'est des animaux, donc ça m'a pas trop choqué, mais effectivement un peu plus d'intensité pour comprendre cet amour naissant, ça aurait été pas mal. Par contre, du coup, c'est vraiment à ce moment-là que Taka va nous péter un petit plomb et être en colère. C'est vraiment par rapport à l'histoire de Sarabi, quand il va voir que Mufasa et elle se rapprochent. Et du coup, tu as l'impression que c'est ça le seul et unique déclencheur de tout. C'est un peu limitatif. Et c'est dommage parce que plus tard, Taka, ça tombe comme ça dans la conversation, il lui balance des choses qu'on avait envie de voir et qui ont été complètement non abordées. Il évoque le fait que Mufasa était plus proche de sa mère, etc., donc de sa mère adoptive. Le fait qu'il commençait à gagner le respect de son père adoptif. Et le fait aussi que pour lui, pour Taka, Mufasa est responsable de tout ce qui se passe par rapport à ces lions cendrés, parce que en défendant sa mère adoptive, il a tué un lion, et ce lion, c'est le fils du grand méchant. Donc ce grand méchant, voilà, pour lui, c'est bloqué dans sa tête, il faut absolument qu'il leur fasse la peau, il doit se venger. Sauf que Mufasa, il a fait que défendre sa mère adoptive. Donc s'il ne l'avait pas fait, elle serait morte. Donc pareil, de ce côté-là, lui, il n'a rien à se reprocher. Donc le reproche de Taka, il est un peu à côté de la plaque. Et il lui reproche tout ça d'un coup. Et vraiment, le déclencheur, c'est Sarabi. Et on n'a vraiment pas laissé germer ça auparavant. Donc là, il y a tout qui est déballé, et tout qui sort. Ça aurait été bien de nous montrer une fois de temps en temps un petit regard de Scar comme ça qui est un peu touché quand il voit que Mufasa et sa mère adoptive sont proches, qu'il gagne le respect de son père adoptif. Il fallait vraiment semer comme ça les graines tout le long du film. Se sentant trahi, Scar va aller voir les lions blancs pour passer un pacte avec eux et les aider à mettre la patte sur les lions, sur Mufasa, Sarabi, etc. Là, pareil, tu te demandes, mais depuis le début, vous avez peur de ces lions, particulièrement Scar qui a carrément fui au moment où sa propre mère était attaquée. Et là, sous le coup de la colère de voir Mufasa draguer Sarabi, il ose aller voir ces lions alors qu'il pourrait très bien crever. Il a même une certaine assurance, peut-être trop, c'est peut-être ça qui cloche. Et il passe un pacte avec eux. Ce grand méchant lion adopte Scar, comme ça, en 2 minutes. Il lui fait même l'allusion comme quoi il a perdu un fils, donc en gros, il en gagne un nouveau à travers Scar grâce à sa trahison. Comme ça, en claquant des doigts. Il n'est pas des leurs, il est plus fragile, il est plus petit, il est plus faible. Alors il n'est pas faible par rapport à Mufasa, mais par rapport à ces grands lions, il pourrait en faire qu'une bouchée. Non, il est adopté. Et je m'attendais au moins à ce que ce soit une manipulation de ce grand chef. Peut-être que il s'est dit ok, il a quelque chose à nous vendre, on va le manipuler et après on va le trahir. Mais au final, non, même pas. Donc Scar va continuer sa route avec Mufasa et les autres et il va scarifier les pierres. Je trouvais ça très intelligent d'avoir utilisé ce mot dans la VF. Il fait des coups de griffe sur les pierres afin que les lions blancs puissent retrouver leur route. Arrivé à Milele, donc ce fameux Eldorado, les lions blancs arrivent aussi et tous les autres animaux, les girafes, les buffles, etc. ont peur. Et grâce à un discours de 2-3 phrases sur l'union qui fait la force, Mufasa arrive à convaincre tous les animaux de lutter avec lui contre les lions blancs. Ouais,
C'est quand même un petit peu une évidence pour tout le monde. Encore, ce seraient tous des animaux enfants. Mais non, c'est pas le cas ici. Et l'union fait la force, c'est un peu une évidence. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à convaincre les gens de s'unir. Mais là, juste en disant, vous savez que l'union fait la force, ah oui, tu as raison, et on s'unit. C'est pas bien de faire croire aux gosses que c'est aussi facile que ça. Moi, j'ai essayé quand j'étais môme dans la cour de récréation. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne nulle part. Ne vendez pas trop de rêves à vos gosses, ça n'aide pas. Ça peut que leur faire du mal et les désillusionner. Ou faites ça bien. Faites en sorte que dans le film on y croit. Ici, c'est pas le cas. C'est trop expédié. Au début du film, quand j'ai vu le fameux rocher culte du Roi Lion, je me suis dit, tiens, ça serait sympa si on avait une origin story du rocher. Et on a une origin story du rocher. Mais c'est assez dommage parce que c'est assez rapide, c'est un peu trop expéditif, je trouve. On a aussi une explication du bâton de Rafiki, pourquoi pas. Pareil, j'ai trouvé que c'était pas assez parfait en termes d'impact, mais il y a un petit truc assez sympa, puisque pendant une débandade d'éléphants, Rafiki était accroché comme ça à une branche qui lui a au final sauvé la vie, parce que s'il était tombé, il se serait fait écraser. Donc après, bon, cette branche cède, donc c'est pour faire le gag, et du coup, Rafiki il lève son bras, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce d'ailleurs, et du coup, il a son fameux bâton, et donc ouais, ce fameux bâton qu'il a, c'est une branche qui lui a sauvé la vie. C'est plutôt pas mal comme idée. Après, le traitement en lui-même, ça aurait pu être un petit peu mieux. Et ce que j'attendais le plus, c'est de connaître l'origin story de la cicatrice de Scar. Ce qui est proposé ici, c'est pas mal. Ça va, ça reste, ça ne dévalorise pas du tout le personnage de Scar. Scar a trahi. Il voit que Mufasa va se prendre une peignée par le grand méchant lion. Il s'interpose et c'est lui qui se prend le coup de griffe donc pour protéger son frère qu'il vient de trahir. Ça passe, c'est pas une mauvaise origin story de cette cicatrice. En plus, ça lui est fait par un lion qui est très puissant, qui a anéanti plein de tribus de lions. Donc voilà, en termes de... ça impose quoi. On voit que Scar est encore un peu perdu dans ses sentiments. D'un côté, il en veut à Mufasa et d'un autre côté, c'est encore son frère. Le peuple décide d'élire Mufasa roi, hein, car il a toute la noblesse d'un roi, et il a lutté contre les méchants. Et Zazu dit qu'il faut absolument bannir Taka pour ce qu'il a fait. Et Mufasa dit que malgré tout, Taka aura toujours sa place. Bien. Mais qu'il ne pourra plus jamais l'appeler par son nom. Moins bien. Parce que qu'il ne puisse plus l'appeler son frère, d'accord, mais pourquoi il pourrait plus l'appeler par son nom suite à cette trahison? Symboliquement, je comprends pas trop le délire. On voit que c'est pour amener le surnom de Scar, un surnom que Scar va se donner lui-même. En fait, il va dire à Mufasa, bah appelle-moi Scar. C'est un peu bancal. Si encore Taka, on savait que ça avait une signification qui veut dire, je sais pas, courage, loyauté, ça aurait eu un petit peu plus de sens. Taka, c'est la monnaie du Bangladesh. Le film te donne pas une autre signification que pourrait avoir ce mot. Et donc Taka, à ce moment-là, puisqu'il accepte de se faire renommer, il fait pénitence. Du coup, tu vois qu'il y a encore quelque chose de raisonné, de bon en lui. Donc on n'est toujours pas encore dans cette noirceur qui fait basculer vraiment le personnage. Je me dis que Mufasa aurait été beaucoup plus malin de lui donner une seconde et dernière chance. Parce que à peu près tout le monde a le droit à une seconde chance, ça dépend quelle a été la première faute, mais a priori tout le monde a le droit à une seconde chance, on peut apprendre de ses erreurs. D'ailleurs c'est ce qui fait de Scar un personnage plus intéressant que Mufasa, puisqu'il commet des erreurs, mais qu'il s'en rend compte. Mais là, Mufasa agit d'un coup comme un souverain, avec des principes de souverain, alors que 30 secondes avant, il disait qu'il n'était pas roi, qu'il se sentait pas roi, qu'il n'était pas légitime. Et là, d'un coup, il adopte cette hiérarchie, ce règlement. De son côté, Mufasa, à Milele, va retrouver sa mère. Du coup, il retrouve une famille, alors que Scar est en train de perdre la sienne, puisqu'il n'a plus que son frère, et il perd son frère. Scar devient le paria, donc limite la victime. Du coup, j'ai plus d'affection pour Scar que pour Mufasa. Et avant ça, au moment où il y a la lutte avec le grand méchant, quand le grand méchant est anéanti, il y a Mufasa qui essaie de sortir de l'eau, et il a un problème avec l'eau, Mufasa, et il a un problème là pour s'extraire de l'eau, et Scar va à nouveau lui planter les griffes dans ses pattes,
la fois de trop, je sais pas. En tout cas, bon, ça fait encore écho au Roi Lion, du coup ça marche quand même un minimum sur le public, même si on a le droit de se dire c'est un peu facile. Et là on sent qu'il y a une hésitation dans les yeux de Scar, le lâcher ou le sauver. Et là, cette fois-ci, il le sauve vraiment. Contrairement à la première fois où c'est la mère adoptive qui avait vraiment aidé les lionceaux à s'en sortir, là, Scar sauve la vie de Mufasa, l'extrait de ce petit gouffre rempli d'eau. Ça devrait donc annuler la trahison, surtout que cette trahison dont est responsable Taka, elle n'a pas eu de conséquences. Il n'y a pas eu de mort, il y a voilà, juste un peu de frayeur, mais au final, ça a même aidé les animaux à s'unifier. Mufasa a donc aussi un petit don comme ça inné hein, pour sentir les choses de la nature, ce que Scar n'a pas, donc ça le prédestine directement à être vraiment un bon roi en phase avec le peuple, avec la nature. Mais rien ne nous dit que, même si Mufasa a toutes ses qualités innées, rien ne nous dit que Scar n'aurait pas été un bon roi. À aucun moment. Parce que oui, c'est peut-être un roi qui aurait fait des erreurs par le passé, mais qui aurait pu apprendre de ses erreurs, avoir honte de ses faiblesses passées, et donc pouvoir être un lion noble, mais qui aurait pris une autre direction que celle de Mufasa, où lui, tout lui tombe tout cuit dans le bec, tout est inné chez lui. On dirait que le sort l'a désigné comme un élu, ce qui me fait encore du coup penser à la relation Vegeta-Goku, quoi. Parce qu'au final, dans toute sa vie de lion, Scar, quand le film Mufasa se termine, il a été lâche une fois, et il a été en colère une fois. Donc une fois, il a eu peur au point d'abandonner donc sa mère, c'est pas bien, mais ça se comprend aussi vu la situation. Il savait très bien qu'il ne s'en sortirait pas. Sa peur le dominait, donc il n'a pas eu cette rage et cette force qu'a eu Mufasa pour rentrer dans l'art du lion blanc. Et à un autre moment, il est tellement vexé, il a tout perdu, et puis il est tellement vexé, et il voit Sarabi s'intéresser à Mufasa, qu'il a un coup de colère et qu'il va voir ses ennemis et qu'il trahit Mufasa. Mais avant de retourner à nouveau sa veste. Je pense qu'on a tous connu ça, être trahi par une femme et être en colère, avoir une frustration. De toute façon, on le sait, ce qui peut détruire ou sauver un homme, c'est une femme. Sauf si vous êtes... Et donc Taka, à un moment, s'interpose, se fait blesser pour éviter que ça arrive à Mufasa et ensuite lui sauve la vie. Donc voilà, ce côté presque pseudo-bannissement de Scar comme ça, qui va être dans son coin, qui va être un petit peu avec une image comme ça de paria, je trouve que c'est pas amplement mérité, c'est pas assez. Je trouve qu'il manque un truc pour arriver au Scar qu'on connaît aussi bien dans le film de 2019 que dans le film d'animation des années 90. Sinon, d'autres détails, les rencontres avec Sarabi, Rafiki et Zazu, je trouve qu'elles se font un peu trop simplement. Alors c'est la vie, quoi, oui, voilà, ils se rencontrent. C'est vrai que toutes les rencontres ne sont pas épiques, mais bon, c'est un film, donc on a envie de magnifier un peu les choses. Là, c'est assez quelconque. Il se tombe dessus. Alors autant pour Sarabi et Rafiki, je veux bien, mais je trouve que Zazu, il y avait peut-être quelque chose à exploiter. Moi, j'ai eu une idée comme ça qui m'a traversé. Je me suis dit, ça aurait été génial. Ils sont en train de partir vers Milele. Ils savent qu'ils vont avoir un parcours semé d'embûches. Il y a des dangers qui les poursuivent. J'aurais bien imaginé genre une sorte d'ombre d'un oiseau comme ça qui plane au-dessus d'eux et qui pense que c'est un aigle, un faucon, voilà, quelque chose qui pourrait être dangereux. Et qu'à un moment, alors qu'il pense qu'il y a un vrai danger, l'oiseau apparaît et c'est Zazu. Voilà, juste un petit détail comme ça, j'aurais trouvé son apparition un peu plus épique. Et comme j'avais pas vu la bande-annonce, ça m'aurait encore plus impacté. Mais j'étais content de le voir débarquer, je me suis dit, oh, il y a Zazu. Du coup, tous ceux qui ont vu la bande-annonce, vous avez juste dû vous dire, ok, bon, Zazu, il est là, comme prévu. Un truc qui était très drôle au début, il te raconte vite fait un truc du Roi Lion 2019, et on voit le Scar à la fin du film de 2019. Et je me suis dit, oh non, me dites pas que vous allez nous foutre un flashback, que vous allez faire un stock shot du premier film. Et en fait, non, le plan d'après, tu vois Timon et Pumba qui remplacent Simba et qui luttent contre Scar. C'est super drôle d'avoir repris cette scène, de l'avoir refaite. Et en fait, voilà, Timon et Pumba se la pètent et font croire que c'est eux qui ont foutu une branlée à Scar. C'était plutôt bien vu. Je trouve que ce gag était vraiment bien. Un détail tout bête aussi, mais à la fin, quand Mufasa a réussi à gagner face au Grand Lion Blanc, qui est d'ailleurs doublé par Mads Mikkelsen en VO, il arrive comme ça au milieu de tous les animaux, hein, qui en gros se courbent devant lui. Il y a aussi des hyènes, il y a quelques hyènes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent là? C'est des hyènes, alors
ok, quelques hyènes peuvent éventuellement être du bon côté, mais je trouvais que ça clochait un peu. On aurait dit qu'elles étaient juste là pour faire un peu du fanservice, pour que les gens soient contents de voir des hyènes. Je comprenais pas trop ce qu'elles foutaient là avec tous les autres animaux, alors que ce sont quand même des charognards. Alors qu'il y avait un truc à faire, quand ils arrivent à Milele, ils auraient très bien pu arriver de l'autre côté et passer par le fameux cimetière des éléphants, ça aurait été génial. Et du coup, ils auraient pu croiser des hyènes sauvages et on aurait eu encore plus de fanservice avec cette connotation des hyènes agressives qu'on connaissait dans le film de 2019. Limite, on aurait même pu peut-être apercevoir une histoire avec des hyènes donc, qui attaquent Mufasa, tout ça, et que voilà, Mufasa et les autres se sauvent. Et en fait, on voit que ces hyènes étaient en train de protéger leurs petits. Et peut-être que ces petits, ça aurait pu être les fameuses Troyennes. Les Troyennes, tiens. Troyennes qu'on connaissait dans le film d'animation et le film de 2019. Et du coup, avec ses parents qui seraient revenus dans la grotte avec leur bébé et puis parler négativement des lions. Comme ça, on aurait pu voir qu'elles étaient formatées. Enfin, je sais pas, moi, ça me vient comme ça, spontanément, alors que je viens de voir le film. Je me dis, les scénaristes, ils planchent sur le truc depuis des semaines, des mois, et ça leur vient pas à l'idée. Bon, ok, j'ai un côté un peu hyperactif, donc ça joue, mais bon. Putain, engagez-moi Hollywood, j'ai plein d'idées! Voilà, dans ma réaction à chaud, là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le film. C'est joli, c'est travaillé, mais clairement, il manque un rugissement, là, qui vient de là, de... Tu as volé ma destinée. Mufasa, ton heure est venue.